Maintenant, on va s'intéresser aux différentes topologies qu'on peut avoir, puis l'effet sur la capacité de ces réseaux-là. Donc, si je vous réfère pour la troisième fois cette session-ci au problème du haut exclusif, donc on se rappelle que le haut exclusif, c'est l'un des cas les plus simples de problèmes non linéairement séparables en deux dimensions. Donc, on a quatre données qui sont selon cette table de vérité-là, puis selon ce graphique-là ici. Donc, c'est un exemple de deux données non linéairement séparables. On peut résoudre ce problème-là avec le réseau ici suivant qui est à deux couches, trois neurones. Donc, dans le fond, on a une couche cachée, on appelle ça comme ça. Donc, il y a la couche ici des deux neurones qui reçoivent en entrée la donnée selon X1 et X2 et qui donne ça à une couche de sortie ici qui est composée d'un seul neurone parce que dans le fond, on a une seule sortie qui est désirée. Et donc là, on a une transformation de 2D vers 2D, puis ensuite on a une transformation de 2D vers une dimension qui est la décision. Et donc ça, c'est intéressant parce que regardez, j'ai mis les valeurs numériques ici. Fait que dans le fond, ça, c'est des valeurs qui sont valides. C'est-à-dire que pour le premier neurone, on a comme 2 fois x1 moins x2 qui est en entrée, moins 1. Et donc ça, on va appliquer ça sur une fonction de transfert unitaire, step ici. Donc cette fonction de transfert-là va binariser la sortie selon le signe de la sommation qu'on reçoit. Puis même chose ici. Et après ça, ben, on a un ici, donc on a simplement la sortie directement qui est combinée. Moins 1,5 et tout ça ben, est rebinarisé pour nous donner vraiment la sortie. Puis l'intérêt ici, c'est d'être capable vraiment de faire un bon classement selon nos valeurs. Et donc, si vous faites le test numérique, vous allez voir que cette configuration-là, avec ces valeurs numériques-là au niveau des poids, permet de résoudre le haut exclusif et d'avoir donc un apprentissage nous donnant 100% de bon classement de nos quatre données. Donc là, c'est un cas très simple. On s'entend, un problème du haut exclusif, c'est quatre données selon deux classes. On avait un réseau qui était très simple aussi. Deux couches, une couche cachée, deux couches en tout, deux neurones sur la couche cachée, un neurone en sortie. C'est probablement le truc le plus simple qu'on peut faire dans ce contexte-ci. Cependant, selon le problème auquel on fait face, on peut vouloir avoir différentes topologies de réseaux. On peut avoir des réseaux avec plus ou moins de couches cachées, avec plus ou moins de neurones sur chacune de ces couches-là. Donc, selon la topologie de notre réseau, les frontières de décision peuvent être assez différentes. Ce qu'on sait, c'est qu'avec un réseau avec une seule couche cachée et une couche de sortie, bien sûr, on en a toujours une en sortie, on va pouvoir créer des frontières qu'on dit convexes. Donc, ça, c'est quand même un certain type de frontière. C'est quand même bien, mais c'est limité. Avec deux couches cachées au plus, là, on est capable de faire des frontières qui sont concaves. Et donc là, rendu là, on a un modèle qu'on qualifie de proximateur universel. Et donc, le réseau de neurones avec deux couches cachées, si on lui donne suffisamment de neurones sur chacune de ces couches-là, peut approximer n'importe quelle fonction de décision. Donc, ça a été démontré mathématiquement, ça. C'est vraiment un approximateur universel. C'est sûr que l'approximation est là. Si on veut avoir une très grande finesse dans les résultats, il faut avoir beaucoup de neurones sur chacune des couches pour avoir la capacité de modéliser ça aussi finement. Mais donc on pourrait approximer n'importe quoi si on donne la capacité, si on a la capacité dans notre modèle, puis cette capacité-là est possible avec deux couches cachées. Et donc, le nombre de poids et donc de neurones détermine directement la complexité du classifieur. Donc, je vous dis qu'un modèle avec deux couches cachées est un approximateur universel, oui, mais si la tâche est très complexe, il va falloir avoir un réseau qui est très gros et donc qui est lui aussi très complexe. Il faut quand même toujours associer la complexité du modèle à la complexité du problème. Et donc, il n'y a pas de grandes règles pour trouver la topologie, la bonne topologie. Souvent, c'est par essai et erreur. On essaie toujours d'avoir le réseau le plus simple possible, mais qui performe bien. C'est encore une fois l'idée d'avoir des modèles pas trop complexes. On veut trouver le bon niveau de complexité, le niveau de complexité adapté à nos données. Et donc, il n'y a pas de règles très claires. Je vais vous présenter quand même certaines intuitions sur ça pour voir comment ça fonctionne. Et en pratique, la topologie des réseaux se fait de façon quand même assez ad hoc là, sur le temps.
Donc, je vous parlais de frontières convexes, mais dans le fond, on a des exemples ici en haut. On a deux types de frontières convexes. Une frontière convexe ouverte, fait qu'on voit qu'on a une frontière comme ça. Je pense que ma ligne est mal tracée. Ce qu'il faut comprendre avec une frontière convexe, c'est que la frontière va, si on regarde le signe de la dérivée seconde, donc au niveau de la pente, il n'y aura pas de changement de signe. C'est vraiment une frontière qui va tourner, là, qui peut possiblement faire une espèce de forme circulaire ou du moins pseudo-circulaire, comme la forme convexe fermée qu'on a ici, qui est un exemple. Donc ça, c'est deux exemples de frontières de décision convexes qu'on peut obtenir avec un réseau de neurones avec une seule couche cachée. Ici, on va avoir des frontières de décision qu'on dit concaves, comme ceci ici, où là, ça a la forme de S, par exemple. Ça aussi, c'est comme un exemple très simple de frontière de décision qui est ouverte. Puis ici, on a vraiment une frontière de décision concave fermée. Ce qu'on peut voir ici, on voit ici, là, la concavité, elle est là. C'est vraiment ça qui nous intéresse, là. C'est le fait qu'il y a comme un changement de signe. Donc, on va ici entrer, comme c'est un peu une forme de baie ou de baie ou de bouche, là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la concavité ici. Et si on regarde les dérivées secondes, on voit qu'il y a entre ici et là, il y a eu un changement de signe au niveau de la dérivée seconde correspondant à la fonction qui décrirait cette frontière-là. Même chose ici, si on regarde ça ici et ça là, en ces deux points, la dérivée seconde a changé de signe. Donc, le changement de signe implique une concavité. Donc, si on revient à un exemple assez simple, on peut dire, ben, supposons qu'on a encore un modèle avec une couche cachée, deux neurones sur la couche cachée et un neurone en sortie. Cette fois-ci, avec une fonction de transfert qui n'est pas la fonction step. Mais si on regarde un exemple illustratif ici, où là, on a des données en deux dimensions, on a 4 données selon 2 classes chacune, donc 4 données par classe. Donc, on a ça en entrée, puis la décision qu'on prend ben, correspondrait à cette droite-là ici, par exemple. Puis ça, ben, c'est pas assez. C'est pas assez performant. On n'est pas capable d'aller chercher très bien les données. Bon, peut-être qu'il y aurait des topologies possibles. Je n'ai pas essayé, mais c'est juste pour vous dire que c'est non optimal. Souvent, on peut dire que dans ce modèle-là, les résultats ne seront pas optimaux. Alors que si on y va, finalement, en faisant 3 couches cachées, là, ce qui est important de voir, c'est que dans le fond, la projection de la première couche, la couche cachée, c'est une projection de 2 dimensions, qui sont les dimensions en entrée. Donc, c'est ce qu'on a ici, vers un espace à 3 dimensions. Je fais une analogie avec les fonctions de base. C'est le même principe. C'est comme si on apprenait une fonction de base sur les données qui va projeter de 2D vers 3D, mais on l'apprend. Puis on veut qu'une fois en 3 dimensions, l'hyperplan séparateur engendré par la 3e dimension, c'est pour ça que tout à l'heure, on avait une droite, on était vraiment dans l'espace de Y1, Y2. Mais ici, en 3 dimensions, c'est un hyperplan qui va trancher les données. Et cette tranche de données-là nous permet d'avoir un classement parfait des données d'entraînement. On n'a fait aucune erreur en entraînement ici, du fait que la projection de 2D vers 3D a été bonne. Donc ça, c'est un peu un indicateur que le nombre de neurones sur la couche cachée peut influencer la capacité du réseau. Mais comme je vous disais, avec seulement une couche cachée, on est quand même limité à faire des frontières de décision convexes. On n'est pas en mesure d'avoir des modèles concaves, alors qu'avec une deuxième couche cachée, là, tout est possible. Un autre exemple, cette fois-ci en régression. Donc, en régression en soi, on a aussi un modèle à deux une couche cachée, une couche de sortie. Et donc, le réseau de neurones, ça s'applique très bien en régression aussi, pas seulement en classement. Donc, on peut voir ici qu'avec un neurone, on fait une certaine approximation de nos points rouges ici, en régression. On voit qu'on a une forme sigmoïdale, puis c'est normal, c'est ça à quoi on s'attend. On a cette forme-là sigmoïdale, mais on a quand même des erreurs. Ça va approximer grossièrement nos points, mais peut-être pas aussi bien qu'un modèle avec 3 neurones. Avec 3 neurones, on voit qu'on a comme une espèce de montée et descente par la suite. Donc, chaque fois qu'on ça courbe comme ça, on peut voir ça comme étant le résultat d'un des neurones qui va faire un découpage différent de l'espace. Mais avec 3 neurones, c'est mieux. Puis avec 9 neurones en bas ici, là, on voit qu'on a un résultat qui est très bon parce qu'on passe, qui est très bon en termes de performance pure, en termes de régression des données. On a optimisé avec aucune erreur. Mais ce n'est vraiment pas si bon que ça avec 9 neurones en termes de généralisation parce que là, on voit bien ici
qu'on a surappris, puis il y a des espèces d'artefacts dans ce coin-là en particulier, où là, ce n'est pas nécessairement bon en termes de généralisation, puis il y aurait peut-être eu intérêt à passer un peu de façon mitoyenne, d'avoir une ligne quasiment droite, finalement, ici, qui aurait eu une erreur un petit peu plus grande, donc différente de zéro, mais qui aurait été probablement meilleure en termes de généralisation. Mais là, on avait un modèle qui était très complexe et on a réussi à approximer donc parfaitement nos données. Probablement donc avec 9 neurones, étant donné qu'on avait seulement 8 données, c'était trop fort.